Exactement, la loi de 2004, c'était l'interdiction des signes ostentatoires religieux dans les établissements scolaires. Florence Bergeaud-Blackler, vous avez travaillé sur ces sujets précisément. L'école n'est plus un lieu de neutralité aujourd'hui, comme on vient de l'entendre pour vous? Alors il faudrait effectivement que l'école soit et reste un lieu de neutralité, mais c'est vrai qu'elle est depuis maintenant 3 décennies, peut-être plus encore, depuis l'affaire des foulards de Creil, l'objectif d'un entrisme islamiste. Je crois que l'expression est tout à fait exacte. Alors la raison pour laquelle on a l'impression que c'est assez récent, cette pression, c'est parce qu'on la mesure depuis quelques mois en effet. En réalité, pour nous, les chercheurs, c'est un phénomène qui est rampant et assez en progression constante depuis plusieurs décennies, et elle est liée bien sûr au développement du salafisme, et en particulier d'un mouvement salafi moderne que j'appelle frériste, qui s'est développé au cours du temps avec une stratégie et un projet tout à fait clair. Ce sont les réseaux sociaux qui ont permis ce développement, justement? Alors, ce sont pas les réseaux sociaux n'ont fait que caisse de résonance. Au départ, vous avez ce qu'on appelle la stratégie frériste de l'ICESCO, qui a été publiée en 2000 au Qatar. Qatar, qui est par ailleurs financeur des réseaux fréristes en Europe, mais aussi du Hamas, etc. Et pour l'ICESCO, donc, il faut, dans cette stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique, vous voyez si c'est précis, il faut éviter que les jeunes musulmans adoptent les valeurs et la vision du monde des sociétés sécularisées. Je note que la mosquée de Paris parle immédiatement de stigmatisation, alors elle connaît très bien cette stratégie, donc je m'étonne qu'elle parle de stigmatisation, alors qu'elle devrait être la première à lutter contre le frérisme. Alors justement, on va revenir sur cette fameuse polémique et ce terme d'entrisme islamiste. C'est Gabriel Attal, le Premier ministre, qui l'a employé un jeudi dernier chez nos confrères de BFM TV, juste après s'être rendu à Viry-Châtillon pour rendre hommage à ce jeune Shemseddine qui était mort, passé à tabac, roué de coups, donc dans l'Essonne, il y a 2 semaines maintenant, début avril. On réécoute l'expression du Premier ministre et on la débriefe juste après. Vous avez, dans beaucoup d'endroits en France, des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire ce qu'on appelle un entrisme islamiste. Et donc oui, les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles. Vous avez en face de vous, Madame de Malherbe, le ministre de l'Éducation nationale, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a pris une décision importante, interdire le port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires, qui étaient utilisés pour détourner la laïcité, avec des groupes organisés qui appelaient des jeunes filles à porter une abaya à défaut de pouvoir porter un voile pour manifester ostensiblement leur religion et couvrir leur corps dans l'école de la République. J'ai pris la décision de l'interdire. Sur ce sujet-là, je peux vous dire que ma détermination, elle est absolue. Florence Bergeaud-Blackler, ça veut dire quoi exactement l'entrisme islamiste? Qu'est-ce qu'il entend, le Premier ministre, quand il emploie cette expression? Bien, c'est la mobilisation par des groupes salafis, par des groupes fondamentalistes, des enfants, des jeunes adolescents, pour qu'ils d'une certaine manière, se désassimilent complètement de l'école républicaine, et qu'ils fassent pression pour imposer non pas seulement l'abaya ou le voile, mais des comportements religieux, alimentaires. Et c'est quelque chose qu'on observe effectivement depuis un certain nombre d'années. On en parle maintenant, mais malheureusement c'est assez ancien et assez ancré. Je voudrais signaler le film d'un très intéressant, un film belge qui vient de sortir, qui s'appelle Amal, un esprit libre, par Jawad Ralib, et qui explore mais parfaitement, et qui expose très très bien cet entrisme islamiste. C'est vraiment très bien illustré. Vous vivez sous protection judiciaire depuis votre enquête, je me permets de le dire, Florence Bergeaud-Blackler, pour montrer à quel point ces problématiques, elles sont sensibles. Est-ce que pour vous, puisque dans cette expression d'entrisme islamiste, il y a quand même une certaine stratégie derrière, une certaine volonté, est-ce que c'est ça qui se passe, ou est-ce que finalement ce sont juste des actes un peu spontanés? Non, ce ne sont pas des actes spontanés. J'ai parlé de la stratégie financée par le Qatar, celle de l'ISESCO. Comme exemple, il y en a effectivement plusieurs. Oui, je suis sous protection fonctionnelle du CNRS, qui assure ma défense judiciaire, et je suis aussi sous protection policière grâce donc à une décision du ministère de l'Intérieur. Alors effectivement,
c'est un peu difficile d'en parler, et je comprends le désarroi de ces enseignants qui ne comprennent pas ce à quoi on a affaire, tout simplement parce qu'ils ne sont absolument pas formés à ça. On le voit très bien d'ailleurs dans le film que j'ai cité tout à l'heure. Les enseignants, la direction ne comprennent rien du tout à ce qui se passe, et évidemment tout ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'il y ait le moins de conflits possible. Seulement nous sommes face à un mouvement qui mène une guerre de très basse intensité, mais depuis très longtemps. Et maintenant, il faut qu'on se réveille. Je pense que le signal du Premier ministre est très clair et très fort. Maintenant, il faut que ce soit suivi des faits. Il faut être conséquent quand on tient de telles paroles. Carole Zerbib, vous vous sentez démunie en tant que chef d'établissement comme d'autres enseignants? Est-ce que vous attendiez justement une prise de parole aussi forte que celle de Gabriel Attal? Alors oui, on l'attendait sur les questions de robe et de camis, sur les questions de tenue religieuse. Alors moi personnellement, je ne me sens pas démunie face au travail quotidien que j'ai à faire avec les élèves, parce que je suis formée et aguerrie sur ces questions-là. Après, je peux comprendre que certains collègues ou certains enseignants n'aient pas toutes les ressources pour faire face à ces difficultés. On a insisté beaucoup là-dessus. La formation est nécessaire, est indispensable sur ces questions de laïcité. Alors on l'a un peu évoqué, la Grande Mosquée de Paris et notamment son recteur a réagi à ces propos de Gabriel Attal avec ce tweet qu'on va revoir et puis un communiqué de presse qui y est associé. Vous pouvez lire, la Grande Mosquée de Paris exprime sa plus vive préoccupation à la suite du discours de Gabriel Attal sur l'entrisme islamiste. Donc elle déplore une généralisation qui risque de stigmatiser la composante musulmane de France, compromettant ainsi l'unité nationale. Et elle ajoute même, la Grande Mosquée de Paris, que l'emploi du terme entrisme issu de l'idéologie politique trotskiste est totalement inapproprié dans ce contexte. Florence Bergeau-Blaclair, pour vous, la Grande Mosquée de Paris, elle est dans un certain déni par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? C'est un déni, et je dirais même que c'est une complicité. Le rôle de la Mosquée de Paris, c'est précisément de faire la différence entre l'islam et l'islamisme. Aujourd'hui, quand vous dénoncez le problème islamiste, la Mosquée de Paris, immédiatement, et son recteur, réfutent cette idée et disent il ne faut pas stigmatiser les musulmans. Ils devraient être les premiers à combattre l'islamisme. Pourquoi sont-ils autant en retard? Moi, je pense que là, on a dépassé le déni, on est plutôt dans la complicité. En fait, eux, ils pointent cette période électorale dans laquelle on est, puisqu'il y a ces élections européennes qui arrivent début juin. Je cite encore une autre partie de ce communiqué, où fort malheureusement, l'islam et les musulmans sont trop souvent instrumentalisés comme un argument dans la course aux voix de l'extrême droite. Mais pour vous, qui êtes spécialiste de ce sujet, c'est pas lié à la période finalement. C'est juste qu'on décide d'en parler maintenant. Les langues se délient parce qu'il y a une multiplicité, une recrudescence de certaines agressions, en tout cas de leur violence. Je crois que c'est assez clair. On a vu quand même pas mal d'affaires ces derniers temps. Alors bien sûr, mais il y a toujours des élections. On peut toujours dire, voilà, c'est pour des raisons électoralistes, etc. Mais ça marche aussi dans les deux sens. Il y en a qui jouent justement de leur discours apaisant ou anesthésiant pour justement capter le vote musulman. Donc je pense qu'il faut regarder ça avec un peu de recul. Nous avons des enseignants qui sont en difficulté partout en France. Ils m'écrivent, ils m'en parlent, ils sont très très nombreux. Il faut une formation, pas seulement une formation à la laïcité, parce que je crois que ça, on est assez bien loti pour ça, mais aussi une formation sur ces justement différents courants de l'islam politique auxquels ils ont affaire en réalité presque tous les jours dans certains quartiers. Et Carole Zerbib, est-ce qu'elles existent, ces formations, ce type de formation? Non, les formations dont parle Florence, non, elles n'existent pas. Alors il y a des enseignants, notamment les professeurs d'histoire, qui eux, par leur formation, sont en capacité de faire ces distinctions entre les différents courants dans l'islam. Maintenant, tous les enseignants, non, ne sont pas du tout formés à ça. Oui, effectivement, il y a des formations, puisqu'il y a un grand plan de formation à la laïcité qui a été mis en place, même si on pense au SNP de l'UNSA qu'il est pour l'instant encore insuffisant. Mais oui, les formations là dont il est question n'existent pas. Insuffisant dans sa teneur ou par les personnes qu'il va toucher? Insuffisante par les personnes qu'il a touchées pour l'instant. Voilà. Tous les personnels n'ont à ce jour pas
pas encore été formées. Et puis en fonction des territoires, eh bien elles ont des durées qui ne sont pas équivalentes. Hein. Il y a des endroits où ça va être 2 à 4 heures, et puis d'autres plutôt sur 2-3 jours. Voilà, il y a aussi une inégalité entre les territoires sur le contenu et la durée de ces formations. Et quels sont les personnels qui doivent être absolument formés en premier lieu? Les enseignants. Les enseignants, les conseillers principaux d'éducation, les surveillants, les assistants d'éducation aussi. Il faut absolument qu'ils soient formés sur ces questions. Donc c'est bien sûr beaucoup de corps de métier, effectivement, ça représente beaucoup de personnes, des moyens et puis du temps aussi à libérer. Voilà, du temps à libérer pour pouvoir se former. Mais voilà, mais c'est un temps qui est important, ce temps de la formation. Sur la laïcité, vous vous sentez mieux accompagné quand même ces derniers mois par rapport à justement à ce qui a été annoncé et qui est quand même suivi des faits au fil de l'eau, on va dire, même si ça prend du temps? Alors, on sent effectivement qu'il y a une volonté du gouvernement de prendre à bras le corps ces questions et de ne plus les mettre, comme on l'a connu pendant longtemps, sous le tapis. Je crois là vraiment que ce qui nous est renvoyé, c'est que le pas de vague c'est terminé et que effectivement là, on va affronter les situations et faire en sorte de pouvoir avancer et continuer à faire, parce que c'est quand même le cœur de notre métier, de l'éducatif, de la pédagogie sur ces questions-là. Quand Gabriel Attal parle de la fin du pas de vague, vous le constatez de manière effective, c'est ça que vous nous dites aussi? Oui. Pas seulement dans la communication? Non, on le constate de manière effective. On le voit dans l'accompagnement de notre collègue du lycée Maurice Ravel. Voilà, il y a été soutenu par la mairie de Paris, par le ministère de l'Éducation nationale et par Matignon. Voilà, soutenu par tout le monde. Il y a une présence renforcée. On n'a pas cherché à étouffer l'affaire et à la mettre sous le tapis, bien au contraire. Et ça, c'est vraiment à saluer. Florence Bergeau-Blaclair, vous voyez une évolution quand même justement par rapport à toutes ces dernières affaires dont on vient de reparler ici en plateau et leur prise en charge par les pouvoirs politiques? Oui, alors je suis moins enthousiaste peut-être que madame. Je pense que pour l'instant on est encore au stade de la parole et des promesses et des voilà, mais les actions maintenant on les attend et je pense que ça devient assez urgent. Oui. Ah oui, il y avait rien. Pour vous, il n'y a pas de manœuvre politicienne. Il y a quand même une réalité derrière qu'il faut prendre en compte maintenant. Ça c'est l'accusation classique. Hein, quand on soulève un problème un peu sensible, on vous accuse évidemment qu'il y ait des manœuvres politiciennes. On était effectivement à quelques mois d'une élection européenne, mais c'est un sujet qui est qui se pose de très longue date, qui s'expose pas d'ailleurs qu'en France. Hein, la Belgique, le Royaume-Uni sont des pays extrêmement touchés par ces phénomènes-là. Il est temps maintenant qu'on réagisse. Et c'est un sujet qui est moins sensible aujourd'hui que ce qu'il n'était il y a quelques années. On arrive plus à l'entendre. Alors, il est aussi sensible, peut-être plus sensible, puisque maintenant on a vraiment une génération entière qui est touchée par cet entrisme et qui se fait le vecteur, hein, les nouveaux ambassadeurs de l'islamisme dans les écoles. Donc là, c'est quand même très très préoccupant. Que va devenir cette génération? Mais on a le sentiment, mais encore une fois, je le répète, qui n'est pas encore suivi d'actions concrètes, qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques. Et l'école laïque, c'est une utopie pour vous? Au contraire, l'école est laïque, doit rester laïque. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. On a su la faire fonctionner jusqu'ici comme ça. Maintenant, il faut pouvoir la défendre parce qu'elle est attaquée. Vous partagez ce constat? Oui. Tout à fait. L'école laïque qui est attaquée. Qui est attaquée et qu'il faut défendre. C'est-à-dire qu'on doit continuer à être la digue face aux différentes attaques. Et en tout cas, pour vous, ça en prend la route. Oui. On ressent un peu d'espoir pour oui, il faut, parce que sinon on fait plus ce métier. Ben oui, vous avez bien raison. Merci Carole Zerbib d'avoir été avec nous sur France Info pour en parler. Et merci à vous Florence Bergeau-Blaclair pour votre analyse et votre expertise sur ce sujet de l'entrisme islamiste donc dans les établissements scolaires. Merci à vous deux.